petits potes à la compote, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un grand ami à moi qui va brièvement nous raconter son expérience au Canada parce qu'il a eu la chance de pouvoir aller vivre pendant 7 ans. Pierre, comment tu vas? Bah ça va bien. Retour de vacances là. Retour de vacances, il y en a qui ont de la chance. Bah ouais, quelques jours à Lyon avant de rentrer vivre au Canada après 1 an et demi de voyage. Présente-toi un peu, raconte-nous un peu ton parcours et pourquoi tu t'es dit je vais aller passer ma vie à Québec et pas au Canada. Bah au Québec et à Montréal. Moi c'est Pierrot, j'ai 25 ans. J'ai un parcours un peu atypique disons, je suis né en Allemagne, j'ai vécu à Dijon pendant 6 ans, après je suis parti vivre en Chine, à Shanghai, pendant 4 ans. Et c'est là où j'étais dans une école anglaise pendant 2 ans, donc j'ai découvert le système anglo-saxon que j'ai beaucoup aimé. Et vivre en Chine nous a permis de faire beaucoup de découvertes, aller dans beaucoup de pays, donc vraiment cool pour ça. Après ça, je suis rentré en France pendant 6 ans et arrivé le moment de faire mes études sup, je me suis pas vu faire de concours, donc d'école de commerce. La fac non plus, en France, je me sentais pas trop. Mon frère, lui, était parti vivre au Canada 4 ans avant moi pour faire ses études. Ok. Et du coup, ça a un peu ouvert la voie. J'y suis allé pendant un été pour profiter un peu, découvrir la vie et tout. Et là, je me suis fait, ouais, c'est vraiment un endroit où j'ai envie de vivre. Donc, je suis parti faire des études de marketing là-bas. En fait, une des raisons aussi, c'était de faire mes études en anglais. Je voulais ressortir bilingue de mes études parce que parler anglais c'est quand même une clé assez importante quand tu veux voyager à l'étranger et tout, c'est quand même une langue hyper pratique pour pouvoir te faire comprendre. C'est quand même l'avantage. Et donc voilà, donc après je suis resté là-bas, j'ai commencé à vivre ma vie et en fait là maintenant je me projette dans le fait de devenir citoyen. Ok. C'est l'objectif d'ici 2 ans, là, mon retour, je vais me mettre dans les papiers et tout. En fait, c'est surtout que je le fais pour avoir le choix, pas forcément parce que je veux passer ma vie là-bas, mais avoir le choix et avoir rentré sur le territoire quand je veux, pas avoir de visa, pas avoir de... Ok, donc du coup, voir pour prendre la double nationalité canadienne et française. Exactement, c'est ça. C'est quoi les critères d'admission? En fait, c'est surtout que je le fais pour avoir le choix, pas forcément parce que je veux passer ma vie là-bas. En fait, après que tu as un permis en étant diplômé du Québec, tu peux demander une résidence permanente, qui est le premier pas pour la citoyenneté. Donc en gros, tu as les mêmes droits qu'un citoyen pendant 5 ans, sauf le droit de vote, globalement. De ce que j'en ai compris à peu près, peut-être que je dis une bêtise, mais en gros, c'est à peu près ça. Et donc pendant 5 ans, tu fais ce que tu veux, tu peux travailler, voyager, partir, revenir. Et après, pour avoir ta citoyenneté, il faut que tu aies accumulé 3 ans de résidence sur le territoire pour pouvoir postuler. Donc là, tu fais une demande, tu as un test des valeurs canadiennes et du Québec, parce qu'ils veulent quand même un minimum d'assimilation et tout, ce que je trouve complètement normal. Donc c'est connaître un peu l'histoire du Canada et tout, et après bon, ça va être une formalité normalement, il y a pas mal d'amis qui l'ont passé déjà, et puis il n'y a pas trop de doute là-dessus. Et après ça, du coup, j'aurai la cérémonie de remise de passeport, Ok. de remise de citoyenneté, ça va être un moment fou quand même. Tu m'étonnes. Ouais, j'ai hâte, parce que j'ai hâte, ça fait un petit moment que je me projette là-dedans quand même, donc... Ok, et du coup, pourquoi le Canada? C'est quoi? C'est le froid? C'est le... C'était vraiment mon expérience en Chine en fait qui m'a fait me rendre compte que je voulais vraiment faire mes études en anglais, tout en voulant quand même être dans un environnement francophone parce que c'est quand même plus simple quand tu fais un gros départ de chez toi comme ça, mine de rien. Et une des raisons principales aussi pour le Canada, c'est parce qu'à la base, je voulais faire des études de psycho. Ça a été une bonne sensation quand même parce que ça reste une culture hyper ouverte. Je le résume vraiment aussi comme tu peux être qui tu veux quand tu arrives là-bas. C'est vraiment agréable. C'est une culture hyper ouverte, hyper simple d'approche. Je trouve que là où justement en France on peut parfois mettre beaucoup plus de distance, le vouvoiement par exemple, un peu de rigueur alors que là-bas on tutoie tout le monde. Même tes profs à l'école, tu les tutoies. Je trouve que ça enlève un peu une espèce de hiérarchie et d'autorité. T'as des rapports beaucoup plus à plat, je trouve, beaucoup plus horizontaux. Moi je trouve ça beaucoup plus agréable pour connecter, ça enlève pas du tout le respect, bien au contraire. C'est une culture hyper ouverte où la différence est vraiment célébrée plus que pointée du doigt. Je trouve que de mon expérience en France, la différence est peut-être un peu moins acceptée. On est une culture où on aime plus rester dans la norme. Et je trouve qu'il y a des moments où c'est un peu limitant, parce que j'ai appris à un peu le lâcher prise, juste être comme tu veux, vivre comme tu veux et pas avoir peur du regard des autres. Et qu'en fait le regard des autres est assez doux parce qu'il est hyper encourageant. Et quand il y a des gens qui font des choses qui te plaisent pas forcément, mais où tu comprends la démarche, tu vas les encourager à fond là-dedans. Alors qu'en France, il y a un côté un peu plus, on va plus rapidement te ramener à la réalité, te dire que ça peut être dangereux, que tu peux te planter. Et je trouve que c'est là aussi une des différences vraiment fondamentales. Ok. Donc pour ça, c'est vraiment agréable. Mais du coup, alors, 4 ans en Chine, 7 ans au Canada, fait 12 ans. T'as passé plus de la moitié de ta vie. J'ai passé plus de la moitié de ma vie en dehors de France. Là, je sais plus vraiment les comptes parce que vu que j'ai repassé encore 1 an en France depuis le début de mon voyage. Mais bref, j'ai quasiment vécu plus en dehors de France qu'en France. Ça amène souvent aussi des discussions drôles parce que quand j'en parle avec mes amis, alors profondément je suis français de culture, ça y a pas de débat du tout. Mais il y a quand même un peu une espèce de différence qui commence un peu à se creuser aussi, et le fait que je me projette dans le fait d'avoir une autre citoyenneté, etc., une autre nationalité, ça ouvre un peu le champ des possibles quand même. Et que c'est juste une espèce d'adaptabilité profonde. Je pense que c'est aussi ça que tous mes voyages m'ont appris, le fait d'avoir vécu à l'étranger très jeune aussi. C'est l'adaptabilité à toute situation. Donc, je me souviens quand je suis arrivé à l'école anglaise, je parlais pas un mot d'anglais, je me suis débrouillé avec des gestes et en fait tu te fais comprendre. Le meilleur moyen d'apprendre l'anglais dans tous les cas, c'est
d'être en immersion totale dans un pays anglo-saxon, dans une université ou juste avec des anglais en général. Exactement. Et c'est un peu dur au début, mais en fait après on progresse tellement vite et... Bah, on en parle souvent et on en a souvent parlé, vous l'avez entendu du coup dans les podcasts, de ce step qu'il faut franchir quand on va faire notre premier gros voyage, ou on va partir loin de la famille, loin des amis. Il y a ce step de je me lance. Et ben, dans la langue, c'est comme dans le voyage, il y a un moment, faut y aller, il faut accepter le fait qu'on commence en bas de l'échelle. Et je trouve que l'anglais particulièrement est la langue qui est tellement parlée par tout le monde qu'on accepte que les gens la parlent pas parfaitement. S'il y a bien une langue qu'on peut écorcher entre guillemets, c'est l'anglais, qui a été genre recréé par tout plein de pays et chaque pays a son anglais. L'anglais américain est pas le même que l'anglais british. Bah complètement. Et il faut essayer de dépasser un peu cette vision-là de genre je vais pas parler, on veut pas me faire comprendre. Mais en même temps, je trouve dans un cadre aussi où on sort de notre quotidien comme ça, où c'est plus simple d'aller découvrir des choses qu'on connaissait pas avant. Et pareil pour le premier step du voyage, c'est ce que je dis aussi aux gens, c'est genre achète ton billet d'avion. Tu auras déjà dépensé 1000-1500 dans ton billet d'avion, même si tu te suis un peu avant le départ. Tu me parlais d'université du coup en Chine, donc une université anglophone, c'est ça? Ouais, alors moi c'est ça, j'étais à l'école anglaise. Comparé à la France, je sais en France on a ce gros problème au niveau de l'apprentissage de l'anglais. On a aussi une société qui juge beaucoup et qui va mettre des étiquettes à tout le monde. Je me souviens au lycée, même au collège, au lycée un peu moins, mais au collège, t'as toujours cette étiquette de si tu parles très bien anglais avec un super accent, tout le monde va te pointer du doigt en mode tu parles très bien anglais, tu te la pètes et tout. Et à contrario, si t'es nul, que tu fais plein d'efforts, que t'as un accent qui est coupé au couteau et machin, tout le monde dit il a un mauvais accent et tout. J'imagine que dans une université du coup anglaise, c'est ce que j'ai découvert en étant à l'école anglaise, c'est par exemple, donc on avait notre classe de base et en fait sur quasiment toutes nos matières de mémoire, c'était le cas en maths, c'était le cas en anglais. C'était le cas en langue, donc chinois aussi, parce que c'était en Chine, donc on apprenait le chinois. Ils regroupaient tout le niveau, et toutes les classes étaient remélangées par niveau. Okay. Donc en gros, tu prends les CM2, ils vont tous ensemble, et en fait, t'es classé par niveau de groupe. C'est hyper positif parce que t'es dans ton niveau de groupe qui est adapté pour toi. Donc déjà, tu vas pas avoir des gros écarts. Et le focus du prof va être différent, mais du coup, tu vas être avec des gens où tu vas pas avoir honte de parler anglais parce que tout le monde parle très mal, ou en caricature, ou tout le monde parle très bien. Je trouve que ça permet vraiment beaucoup plus de célébrer la réussite et de moins se sentir jugé. Pour ça, c'est vraiment cool, je trouve. Et quand j'étais à l'université aussi au Canada, c'est un peu près pareil. T'as quand même ce concept de... Alors, c'était moins adapté par niveau, mais t'as quand même vraiment ce truc du non-jugement, de juste chacun fait comme où il en est. Et en fait, c'est le progrès aussi, et la progression qui est vraiment valorisée. Et moi, c'était un truc que j'avais adoré à l'école anglaise. On était tous répartis comme dans des maisons comme Harry Potter. Gryffondor. Et en fait, tout au long de l'année, tu gagnais des points en fonction de tes bonnes actions, t'en perdais en fonction de tes mauvaises actions. Et en fait, c'est ça. À la fin, t'avais la coupe de la maison qui gagnait l'année en termes de points, etc. Et t'avais des Olympiades, t'avais plein de trucs de sport. Et en fait, c'était trop cool parce que t'as une petite compétition vraiment gentille aussi. Et en fait, c'est vraiment ce truc de célébrer la réussite. Toutes les semaines, on avait le Star of the Week. Donc le lundi, c'était la personne qui avait fait un truc vraiment genre extraordinaire la semaine d'avant, mais toujours par rapport à son référentiel à lui. Donc par exemple, une personne qui est hyper timide, etc., qui avait fait une présentation et qui avait réussi à genre parler devant tout le monde, en dehors même de la qualité de la présentation en elle-même, pouvait être Star of the Week. Okay. Et genre être célébré pour ça, monter sur scène avec un petit diplôme. Et c'est vraiment une culture de renforcement positif où dès que tu fais quelque chose qui va bien, on va être en mode c'est génial, et quand ça va pas forcément au niveau des attentes, quand c'est pas au niveau des attentes ou qu'il y a une progression, on va être en mode c'est cool, tu progresses, regarde où t'en es par rapport à avant. Mais c'est ce côté où ça te permet beaucoup plus d'avoir des projets à côté, où en fait l'université va pas te prendre 90% de ton temps, mais va t'en prendre 50%. Et en fait avec le 50% de temps restant, tu vas pouvoir décider de mener des projets, de bosser si t'as besoin de bosser, et du coup t'es un peu moins dans un parcours ultra académique et vraiment que centré autour de l'académique. Ce qui est sympa aussi, ça permet de s'ouvrir un peu l'esprit, de rencontrer des gens différents. Et pour en revenir par rapport au système français, tu vois, moi je suis très très heureux d'avoir fait la moitié de ma scolarité, plus de la moitié, mais quand même une grande partie est mon socle dans l'école française, qui te forge beaucoup plus une capacité de réflexion, qui te pousse à arriver à décortiquer, à analyser, à aller plus loin que ce qu'on te présente, à rédiger, à formuler ta pensée, parfois de manière un peu trop stricte peut-être. Mais je trouve que moi j'étais très content d'avoir ce socle-là et arriver à l'université anglaise où là ils étaient beaucoup plus dans le va droit au but, dans les faits et fait pas des fioritures avec des éléments de langage, etc. J'ai trouvé qu'avoir les deux était hyper intéressant et que l'un ou que l'autre aurait manqué une partie de l'un et de l'autre. Et je pense qu'il faut pas tout jeter dans le système scolaire français, il est peut-être très élitiste. Et on pousse vraiment les gens à réussir vraiment dans les hautes sphères. Et que si tu rentres pas là-dedans, c'est sûr que t'es un peu vu comme une personne avec un parcours un peu moins valorisable. En fait, c'est aussi à 18 piges, j'en ai parlé avec ma sœur de ça il y a pas longtemps. Mais à 18 piges, comment est-ce que tu peux savoir ce que tu veux faire de ta vie? Et c'est pas possible en fait, c'est trop tôt. Avoir une orientation, les médecins, je trouve que c'est un truc de vocation. Il y a des gens qui genre, ils ont 10 ans, ils sont déjà en mode je veux devenir vétérinaire, je veux devenir médecin, je veux devenir prof. Et c'est trop cool. Mais tout le monde ne passe pas par là. Et en fait, je trouve que dévaloriser toutes les thématiques très pratiques et les méthodes d'apprentissage pratique, et après si on pousse un peu aussi, je trouve que c'est une des raisons peut-être pour lesquelles en France on a très peu d'industrie aussi,
parce qu'on forme très peu de gens à des métiers manuels. Et quand tu regardes en Allemagne, par exemple, tout ce qui est formation professionnelle sont bien plus valorisées, où du coup tu es rémunéré pendant tes formations, etc. Ils ont un vrai outil, un appareil productif dans leur pays. Et c'est cool de pas juste être en mode si tu fais pas du service, si tu fais pas de la réflexion avec ton cerveau, t'es moins intelligent, moins performant, moins tout ça. Alors qu'en fait un ébéniste, un cuisinier, une infirmière, un barbier, un charcutier, c'est trop cool quoi. À partir du moment où t'aimes ce que tu fais, c'est... Et du coup, pour revenir un peu dans la thématique du voyage, tu voyages beaucoup, t'as passé 7 ans au Canada, tu reviens en France, t'as le projet quand même de naviguer entre les deux. Qu'est-ce que tes voyages, comment tes voyages impactent ton cercle social ? Au niveau famille ou au niveau amis ? Compliqué. Pas toujours évident. La famille, ça c'est un peu le gros point quand même qui est un peu pas facile à gérer. Moi le voyage a été hyper salvateur aussi en partant parce que ça forcément tu coupes un peu, hein. Tu coupes tout d'un coup de manière quand même un peu extrême, même si tu t'appelles et tout, mais tu te vois 2 fois par an donc c'est pas énorme. Et en fait ça force aussi à les moments où tu te retrouves, c'est des moments de qualité parce que il y a moins de tension du quotidien, il y a juste de l'amour et le fait d'être heureux de te reconnecter, de te retrouver. Donc je trouve qu'en famille, ça a pu apporter beaucoup de simplicité dans les moments où je me retrouvais avec mes parents et ma sœur. Et ça amène aussi des moments un peu de complexité parce que t'es jamais là pendant tous les événements, t'es jamais là. Et c'était une des raisons pour lesquelles j'ai passé 10 mois en France aussi là, à mon retour de Nouvelle-Zélande. C'était pour justement vivre la France au quotidien en fait, vivre avec mes proches au quotidien, chose que je fais jamais. Quand tu rentres 3 semaines, que tu cours partout, t'as l'impression, t'as pas le temps. Donc là j'étais là pour l'anniversaire de mon père, l'anniversaire de ma mère, j'étais là pour la Pentecôte. La feria chez ma grand-mère qui est une fête où on est tous ensemble, on se réunit, c'est un peu la fête familiale. J'étais chez ma grand-mère cet été où il y avait du monde aussi. Et cercle social, moi je trouve que le voyage permet de... Alors c'est un peu horrible ce que je vais dire, mais d'écrémer les relations. Okay. Ça écrème beaucoup. Alors forcément ça change les relations parce que t'es plus dans le quotidien avec la personne. Moi je suis le genre de personne, on se parle pas pendant 4 ans, on se retrouve un jour, c'est comme avant. Moi je sais aussi beaucoup prendre conscience de tes privilèges. Dernièrement ça a été un grand truc, mais pour moi c'est la prise de conscience des privilèges aussi. Et que quand tu vas à l'étranger dans d'autres pays et que tu vois d'autres situations, d'autres manières de penser, etc., on se rend compte aussi que là où on est, c'est pas si mal. Et que malgré le fait qu'il y a des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, des choses sur lesquelles on voudrait que ça évolue et tout, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain non plus. Mais dans les relations sociales, c'est sûr que ça coupe régulièrement, quoi. Tu rencontres des gens que tu reverras sûrement jamais après. Et ça cultive le lâcher prise un peu de genre, tu rencontres des gens, tu vis dans l'instant. Et c'est ce que je dis à toutes les personnes vraiment cool que j'ai rencontrées. La vie a fait en sorte qu'on s'est rencontrés. Si on doit se revoir, on se reverra et ce sera avec grand plaisir. Ok, alors du coup, on arrive sur une grande thématique. Moi, je sais que personnellement, c'est mon plus gros point faible quand je voyage. C'est quoi ton rapport à le revoir ? Quand j'étais en Chine, je me souviens quand les gens montaient dans la voiture, dans le taxi pour partir à l'aéroport, j'avais vraiment un sentiment d'abandon presque en fait. C'est un déchirement total alors que c'était des gens, mais c'était même des potes de mes parents, enfin genre pas non plus mes amis à moi quoi, mais des gens qui comptaient quand même et tout, et j'avais vraiment d'énormes vagues d'émotions. Et en fait avec le temps, j'ai appris à faire confiance dans l'avenir. Et je pense que c'est aussi plus simple quand tu es voyageur parce que t'es celui qui part. Ouais. Donc t'es celui qui va vivre des choses. Et je me suis rendu compte de ça que pour mes amis qui restaient là où ils sont, la routine elle reste la même. Il y a la même vie, le même cadre avec quelque chose en moins. Alors que quand toi tu pars, tu recrées tout. Donc oui, il n'y a plus ce qu'il y avait avant, mais comme il n'y a plus rien, en fait, tu te recrées de nouvelles bases. Après, dernièrement, j'ai quelque chose de beaucoup plus serein par rapport au revoir que quand j'étais plus jeune. Quand j'étais plus jeune, c'était beaucoup plus compliqué à gérer. Et là, maintenant, c'est trop cool de te voir. Et on se revoit vite. Et voilà. J'ai quand même toujours un peu le truc où je dis à quelqu'un, on se voit demain. Un peu en mode blague, alors que je sais que pendant 2 ans, on risque de pas se voir. Pour quand même minimiser un peu le truc parce que c'est jamais agréable. Mais ça fait aussi partie du deal, en fait. Et toi, tu te gères comment ? Moi, mon rapport au revoir, il est dévastateur. Dévastateur, je déteste dire au revoir. Okay. Et là tu vois encore pire quand sur mon expérience au Sri Lanka. De base j'ai fait que des voyages où je pars et je reste que maximum 3-4 jours dans la destination où je vais, un peu en mode fast travel. Ouais. Je vais vite, je vais découvrir et compagnie. Mais je pense que j'ai aussi cette peur et je m'en suis rendu compte, pareil quand j'étais parti faire un petit tour d'Europe avec ma pote là en décembre, le fait que en fait au final on reste pas longtemps à un endroit par peur de s'attacher à des gens. Ma première expérience au Sri Lanka, où je suis resté 3 semaines avec les mêmes personnes, là ça a été différent. Parce que en 3 semaines, t'as vraiment le temps de tisser des liens. Oui. T'as vraiment le temps de connaître les gens, de vivre avec eux et de vivre dans leur quotidien. Je me souviens que le revoir, il a été... Ça dure à peu près 2 semaines quand je rentre, et puis après je relativise un peu en mode... Okay. Comme je dis, j'ai gros impact du coup. J'ai ce syndrome du voyageur où, quand je rentre d'un voyage, court ou long, on apporte, j'ai toujours du mal à repasser la porte de chez moi. Ok. Tu vois, genre je repousse le moment où je vais revenir chez moi un maximum que je peux. Genre quand je vais revenir, même si j'ai mon backpack, je vais appeler un copain, vas-y viens on va boire un verre. Je vais repousser ce moment où je vais passer ce seuil de porte où tu poses ton sac à dos et t'es là en mode, t'as tout ce poids qui te tourne sur les épaules en mode
Ouais. Genre j'ai posé mon sac, le voyage il est terminé. Ouais. Je venais d'acheter ma voiture, voyant un moteur qui s'allume après 5 minutes de conduite. On monte une grosse côte avec ma pote et là en arrivant en haut de la côte, la voiture la pauvre elle était en panique et tout, donc on s'arrête. Il y avait un petit coffee shop dans une caravane tenue par des fermiers qui habitaient juste en contrebas. On leur demande un peu s'ils connaissent un garagiste, s'ils connaissent en voiture et tout. Il y a un mec de genre l'équivalent des assurances automobiles, le mec qui se déplace, qui vient ausculter ta voiture là où elle est. Okay. Il était en vacances, il venait d'Australie, mais il est venu, il est passé, il m'a fait ah oui non mais là ça pue ton histoire, reprends pas le volant parce que tu vas aggraver le problème et tout. Donc j'étais au milieu de la Nouvelle-Zélande, au milieu de rien sur une autoroute, avec une voiture qui pouvait pas bouger, un rendez-vous chez le garagiste 3 jours après, et du coup j'ai fait à ma pote t'es chaud, on leur demande si on peut faire un woofing chez eux. Donc on a fait un woofing chez eux pendant 3 jours, là on arrive dans un endroit mais juste family business pour ceux qui ont vu la série sur Netflix, gros cultivateur de bœufs. Vous avez de la bœuf sous toutes les formes possibles. Franchement, j'avais de l'huile, de la résine, toutes les résines différentes. Ils faisaient leur propre alcool. C'est légal ou... Non, mais c'est des petits rebelles, les kiwis, franchement. Okay. Ils ont un petit côté un peu balèstec et ils aiment un peu aller contre la réglementation et voilà. Mais tout en restant quand même anglo-saxon, donc dans le respect des normes et des règles. C'était des rencontres de dingue, donc ça devait durer 3 jours et finalement ça a duré 2 semaines parce que recouille de voiture, vacances de Pâques, donc pas de livraison, de machin et tout. Et à la fin, on est revenu 3 mois après pour les 21 ans du fermier qui est l'équivalent de nos 18 en France pour la grosse soirée énorme et tout machin. Et en fait, ils nous ont accueillis comme si on était de la famille et franchement, c'était... Et du coup, je trouve que c'est vraiment dans les problématiques que tu rencontres les meilleurs... que t'as les meilleurs souvenirs quoi. J'en parlais avec quelqu'un au bar il y a pas longtemps et en fait ils étaient un peu en... Donc c'était un mec et sa meuf et ils étaient un peu en questionnement sur est-ce qu'on part avec genre 4000 € à 2 et genre c'est un peu ric-rac et tout ou alors est-ce qu'on part avec 20 000 balles parce qu'en fait ils avaient 2 couples d'amis qui avaient fait le même voyage, j'en avais qui étaient partis avec 4000, l'autre avec 20 000. Okay. Et en fait je leur ai dit en fait franchement déjà partez comme vous pouvez et genre vous pressez pas le citron par rapport à la thune, ça va pas vous changer votre vie. Vous pouvez travailler là-bas, faire de la thune et voilà. Et en fait, on arrive à la conclusion à la fin que le voyage route de leur ami, enfin route c'est en fait route parce que moins d'argent, du coup forcément t'es dans des situations un peu plus route, avait été à la fin de ce que lui en avait aperçu de leur récit plus vivant, plus que ceux des gens qui avaient plus d'argent, parce qu'en fait il y avait eu moins de place pour l'inattendu. Ouais, pour l'inattendu, pour une altérité, pour un truc qui est pas censé se passer comme il faut. T'as l'argent, tu sais que tu vas pouvoir gérer le truc. Et en fait, ouais. T'as une couche, tu sais pas où dormir, t'as l'argent, tu prends un hôtel. Bah voilà. Et en fait, quand t'as pas de thune, tu vas toquer chez l'habitant et tu fais une rencontre de dingue. C'est ça. Et en fait, c'est ce truc-là aussi, je trouve, dans les voyages où arriver à sortir un peu des... Moi, je sais que mes parents m'ont toujours élevé avec les voyages... on a quand même été très privilégiés, donc c'était quand même des voyages de grande qualité, mais on n'a jamais été dans des endroits hyper luxueux et tout, ça a toujours été route, toujours été en mode on va faire une nuit dans un endroit un peu sympa pour se reposer au milieu. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent, entre guillemets, pour partir en vacances, en voyage. Il faut faire en fait selon ses besoins. Je suis d'accord avec Pierre qu'il y a un moment, quand il n'y a pas de thunes, va falloir trouver des solutions. Faut écouter son instinct. Les voyages ouvrent l'esprit. Voyager pendant que vous le pouvez, et même comme je dis, si vous avez pas de thunes, partir mais même pas loin, juste partir comme tu l'as fait, partir quelques semaines à Amsterdam, partir quelques semaines même à Berlin, ou même dans une capitale accessible en train. Et puis moi j'ai découvert le woofing en Nouvelle-Zélande aussi, et franchement le woofing, mais ça vous pouvez le faire en France, le woofing, vous pouvez rencontrer des gens extraordinaires en France. Dans un autre podcast que vous avez entendu auparavant, ou alors si vous l'avez pas entendu, je vous invite à aller l'écouter, c'est le podcast avec Marie, qui m'a fait une super réflexion que on voit souvent le voyage comme une destination, alors que le trajet fait souvent partie du voyage à part entière et on minimalise trop l'impact du trajet sur nos voyages. Il y a plein de méthodes qui existent pour voyager et pour faire de son voyage un trajet. Les voyages en train, il y a énormément de trains qui sont extrêmement reconnus dans le monde. Je parle pas des trains en Occident, d'un TGV ou quoi que ce soit, mais prendre le train dans un pays étranger, que je parle pas, par exemple le Sri Lanka, comme moi je l'ai pris, que ce soit en Inde, ou même que ce soit potentiellement des trains en Suisse. Je sais qu'en Suisse ils sont très trains aussi, et on peut faire des jolies rencontres. Je trouve qu'il y a dans le train quelque chose de magique, et après voilà, comme je dis, en Occident et en Europe en particulier c'est plus compliqué parce qu'on est quand même dans un continent un peu égoïste, et que malgré le fait d'avoir toute la bonne volonté du monde de vouloir parler à son voisin, potentiellement le voisin il va pas être très réceptif à ce que vous dites, et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui les gens ne vont pas parler dans le train ou dans les bus. Je suis d'accord avec toi, oui. Il y a une part de vrai, mais en même temps, moi qui suis arrivé du Canada l'année dernière et qui ai demandé à tous mes serveurs avec un grand sourire « Salut, ça va bien aujourd'hui ?» De base, déjà, ça change quelque chose chez eux et ils sont tellement plus sweet. Ça fait un peu prophétie autoréalisatrice que de se dire qu'on est comme ça. Changeons un élément dans la relation. Et je trouve que du coup, ça switch pas mal et je pense que ça met les gens dans d'autres dispositions aussi. Et je trouve que le voyage aussi apprend ça, vraiment cette espèce de pas avoir peur de se prendre un mur dans la gueule aussi en fait. Et c'est l'idée de pas forcément avoir besoin de partir à l'autre bout du monde pour vivre des choses fortes.
J'en ai parlé avec mon père qui a beaucoup voyagé lui aussi. Et à la fin de mon voyage, il y avait un peu une question aussi de pourquoi t'as besoin de partir si loin à l'autre bout du monde dans quelque chose de si extrême en termes de distance. Est-ce que j'aurais pas pu faire la même chose en allant dans les Alpes? Et je pense que ma réponse est quand même un peu oui. Mais je pense que c'est une question de la dynamique dans laquelle nous-mêmes on est en partant. Se dire que tu voyages avec la moitié du monde fait que tu es dans une disposition différente. Mais c'est cette crainte-là du voyage que je suis un grand avocat dernièrement, un grand défenseur auprès des gens. Je comprends que vous ayez des craintes, mais en fait, juste allez-y quoi. Le podcast touche à sa fin. On a quand même abordé beaucoup de sujets ici. Est-ce que t'as un dernier mot? Oh oui, j'ai une belle citation que j'ai découverte il y a pas longtemps. En fait, j'en ai peut-être deux même. Je me permets d'en faire deux. An arrow can only be shot by pulling it backwards. When life is dragging you down with difficulties, it means it's going to launch you into something great. So just focus and keep aiming. C'est la première, que je trouve magnifique et qui me suit depuis vraiment très longtemps. Et la deuxième, c'est un artiste américain qui, pendant une remise de prix, parle de ça. Surround yourself with people whose eyes light up when they see you coming. Donc entourez-vous de gens dont les yeux pétillent quand ils vous voient arriver. Et le dernier, c'est The top of one mountain is the bottom of the next. So keep climb. Le haut d'une montagne et le bas de celle d'après, donc il faut continuer à grimper. Arriver à se dire que c'est normal si ça prend du temps. En fait. C'est que, voilà. Faut accepter. C'est mal que ça prenne du temps dans une société où tout va vite et où malheureusement on ne prend pas assez le temps par choix ou parfois je pense manque de conviction aussi. Je trouve ça bien quand on voyage, c'est qu'on va prendre le temps de faire autre chose, de découvrir quelqu'un d'autre. On va prendre le temps, tout simplement, de découvrir quelque chose de nouveau. Ta temporalité est complètement différente. Elle est totalement différente. Et si t'hésites, n'hésite plus. Pars. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver ce podcast en vidéo sur YouTube ou en audio sur les plateformes spécialisées. Mettez dans les commentaires tout ce qui vous passe par la tête, si vous avez des idées de voyage, des idées de concepts, des idées de podcast. Si vous voulez participer, je vous mets tous les liens dans la description. Merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine et au revoir.